Bon, ben voilà le moment de commencer notre table ronde. Vous avez déjà passé, pour certains d'entre vous en tout cas, une bonne journée à parler d'hélicoptères, à écouter, à suivre tout ce qui a pu se dire. Pour moi, j'arrive, donc je ne suis pas au courant de tout ça, je me suis simplement un peu informé. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est d'abord une bien bonne idée qu'a eu l'École nationale d'aviation civile de choisir pour thème l'hélicoptère cette année, parce qu'on parle beaucoup d'aviation en général, mais dans l'aviation en général, on parle souvent des avions, quelquefois des drones quand ils nous font la politesse de survoler le palais de l'Élysée ou des centrales nucléaires, mais les hélicoptères, on en parle rarement, et quand par hasard on en parle, c'est pas toujours dans de bonnes circonstances, alors que il ne faut jamais oublier que l'hélicoptère est la seule machine humaine et au monde qui peut se vanter d'avoir sauvé plus de vies qu'elle n'en a prises, et de très loin. C'est une machine absolument fantastique. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'univers des drones aujourd'hui, vous constatez que la plupart des drones qui sont conçus sur le modèle de l'hélicoptère, comme quoi cet engin, qui a été un petit peu imaginé par Léonard de Vinci, comme le disait le directeur de l'ENAC tout à l'heure, même si c'était plutôt avec une vis qu'avec une hélice, hélas, il n'en reste pas moins que c'est une machine, oui, complexe, mais c'est une machine qui a des qualités absolument fantastiques. Et quand vous avez utilisé un drone et que vous l'avez fait décoller et qu'il se met en stationnaire automatiquement, vous réalisez d'un seul coup que ce qu'on peut faire avec cet appareil en étant un béotien est considérable par rapport à ce qu'on pourrait faire avec un avion. Voilà. Un deuxième petit mot pour dire que c'est très émouvant pour moi de me retrouver dans cette école dont je n'ai même jamais osé rêver d'en être un jour l'élève, et y rencontrer régulièrement quand je reviens des enseignants-chercheurs, y découvrir des réalisations. Je l'avais dit l'année dernière, je le répète cette année, j'avais été très marqué par la réalisation du simulateur de cheval qui avait été développé dans les années 80. J'étais venu ici avec le directeur de l'aviation civile, Daniel Tebenbaum, à l'époque, de la certification de l'Airbus 320 ou un truc comme ça. Et j'avais vu qu'à l'École nationale de l'aviation civile, on avait développé un simulateur de cheval, et ça m'avait quand même beaucoup montré la capacité très large de travail et de recherche, et l'éclectisme, voilà, c'est le mot que je cherchais, de l'ENAC. Ici aujourd'hui vous avez pu donc assister à des conférences, mais vous avez pu voir des objets. Il y a quelques objets particulièrement intéressants. Vous avez vu un jean, vous avez vu une tête de rotor de Bell 47 qui sert, si j'ai bien compris, d'outil de formation. Vous avez vu une boîte de transmission avec une tête de rotor de Gazelle. Vous avez vu un hélicoptère ULM et puis un hélicoptère électrique, ce qui n'a pas encore volé, hélas. J'en aurais bien pris les commandes d'ailleurs, mais bon, manifestement, ils n'avaient pas l'air chauds. Mais qui, paraît-il, en dehors des instruments qui ne permettent pas évidemment d'assurer un vol contrôlé, est une machine qui est presque au point pour faire 20 minutes de vol. Mais c'est intéressant. Et puis, on est en train de parler pendant que Bertrand Piccard et André Borschberg font le tour de la Terre avec un avion solaire. Hein. Donc voilà, on vit dans notre époque. Voilà les quelques petits mots. Un autre petit mot pour dire que je ne sais pas parler de l'hélicoptère sans avoir une pensée pour la médecin générale Valérie André, que certains connaissent peut-être parmi vous, qui a largement dépassé l'âge de décence pour cacher un âge de femme, puisqu'elle a 94 ans, je crois, quelque chose comme ça, et qui a été la première femme pilote d'hélicoptère française, qui a fait la guerre d'Indochine comme médecin et pilote d'hélicoptère, qui pilotait des healers à la fin des années 40, au début des années 50, et qui nous fait la chance d'être toujours parmi nous, et qui est toujours une femme passionnante à rencontrer. Voilà. Quelques mots d'entrée en matière. Sinon, je voulais dire aussi qu'il y a quelques records qu'il ne faut pas oublier, parce que dans cet univers de l'hélicoptère, la France et les Français peuvent être fiers, même si Airbus Hélicoptère est une entreprise européenne, née de l'entreprise allemande MBB et de l'entreprise française Aérospatiale Hélicoptère, mais néanmoins,
Nous sommes une des patries de l'hélicoptère. Je n'oublie pas tous les travaux qui ont été faits par les Allemands, par Sikorsky aux États-Unis et par bien d'autres. Mais n'oubliez pas que le record du monde d'altitude en hélicoptère a été battu par un Lama à 12 442 mètres à la verticale de Istres. C'était en 1972, c'était par Jean Boulet. Et ce record n'a jamais été battu depuis 1972. Deuxième record, celui de Didier Delsal avec un écureuil B3, le 14 mai 2005, qui a réussi à poser un patin en haut de l'Everest, pas loin de là où aujourd'hui... Hein? Il y a l'histoire dès qu'il a passé 3 fois. Oui, il l'a fait 3 fois, mais enfin, il l'a fait, voilà. Je ne voulais pas rentrer dans les détails, absolument. Il a fait plusieurs tentatives. En plus, il y avait un vent à décorner les cocus là-haut. Et donc, bien évidemment, il était obligé de faire attention. Puis, c'était pas plat, donc de toute façon, c'était pas posable. Mais enfin, bon, il a fait ça avec un écureuil B3 et c'est quand même un très, très beau record et qui montre pourquoi, dans ces régions montagneuses complexes, on retrouve très souvent des machines qui ont été conçues à Marignane. Voilà. Le record de vitesse du X3, qui quand même est un hélicoptère passionnant et de recherche, qui maintenant a rejoint le musée de l'air, mais qui a dépassé 472 km/h. Alors là, c'est pas un homme, mais c'est un équipage, dont je ne donne pas de nom. Et puis le record de vitesse ascensionnelle qui a été battu par un hélicoptère beaucoup plus classique, qui est le C-175, qui est maintenant en exploitation depuis un peu plus d'1 an, et qui est la dernière machine mise en service par Airbus Hélicoptère, sachant que Airbus Hélicoptère a annoncé cette année le lancement du H160, qui est, comment dirais-je, le prolongement du prototype du projet X4 et qui est le futur remplaçant de ce qui était le Dauphin, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, mais nos interlocuteurs vont parler de tout ça. Je voulais simplement mettre quelques petites choses sur la table. Les sujets qui ont été traités et que nous allons traiter, c'est comment assurer et améliorer la sécurité des vols en hélicoptère, quelles évolutions dans la réglementation européenne et quels effets pour le secteur hélicoptère, vers quel nouveau marché allons-nous pour les hélicoptères, quelle stratégie pour les acteurs historiques, que dire sur les formations pour les exploitants d'hélicoptères, les pilotes, les membres d'équipage, il n'y a pas que des pilotes, quels sont les besoins des acteurs économiques, quelle est l'intégration de cette formation dans les cursus, et puis hélicoptères et innovation, quels sont les besoins opérationnels et technologiques, enfin comment peut-on intégrer les hélicoptères dans le futur système de contrôle aérien, c'est pour ça que nous avons un représentant de César qui est ici, et puis quelques mots sur hélicoptères et environnement sont-ils conciliables? Évidemment, il faudra en parler et j'imagine que Thierry Coudert de l'Union française de l'hélicoptère aura quelques mots à nous dire là-dessus. Alors, pour parler de cela, je vais changer de place parce que je vais essayer de les avoir sous l'œil. Voilà, que je le fasse. Antoine Casal, qui représente Airbus Hélicoptère, dont il est vice-président. Je crois que c'est aussi un ancien élève de cette maison. Hein, c'est ça, donc c'est bien. C'est sympathique de se retrouver ici. Et il est en charge de la transformation chez Airbus Hélicoptère. Alors on commencera, je pense, avec lui tout à l'heure pour parler un petit peu du paysage, de l'évolution des machines. Ensuite, nous avons Christophe Moron de la société INAER. Alors Christophe Moron est un des dirigeants de la société, mais c'est aussi un pilote, si je ne m'abuse, qualifié sur un certain nombre de machines, dont j'ai vu quand même une machine américaine. Et une machine italienne. Personne n'est parfait. Voilà, personne n'est parfait. Voilà, un Agusta et un Bell 206. Hein, je crois que j'ai vu quelque chose comme ça. Jean-Pierre Selton, qui est lui, alors un ancien pilote instructeur d'hélicoptère de l'armée de l'air et qui a passé quelques années de sa vie dans l'armée de l'air, bien sûr, non seulement à faire de la formation, mais qui a été aussi un pilote instructeur chargé de former des gens au sauvetage, c'est-à-dire au Search and Rescue. C'est que l'armée de l'air, après que les Américains aient démontré dans certains conflits l'utilité d'aller rechercher des pilotes perdus en zone hostile, des pilotes ou des membres d'équipage perdus en zone hostile, a développé à son tour ce qu'on appelle la RESCO, le Search and Rescue, le SAR de combat, puisqu'il s'agit d'être capable de combattre. Et donc il est l'un des grands connaisseurs de ces techniques et technologies auxquelles il a participé à mettre en place et qui n'impliquent pas que des hélicoptères. D'ailleurs, moi je me souviens en Bosnie, quand les Américains ont récupéré leurs pilotes de F-117 qui avaient été abattus, je crois qu'il y avait 70 aéronefs en vol.
entre les AWACS, les avions de guerre électroniques, les hélicoptères. Les drones, n'oublions pas les drones. Pardon ? Les drones. Je ne sais pas s'il y avait des drones déjà à l'époque. Alors si, on avait des drones ici en ex-Yougoslavie. À l'époque, en Bosnie ? Tout à fait, oui. Ah ouais. Qui nous faisaient l'éclairage aussi. Et qui voilà. Enfin, il y avait 70 aéronefs pour cette opération, ce qui faisait pas mal. Chez nous, on n'était pas vraiment capable de mettre 70 appareils en vol, ou alors il fallait dévaliser tout ce qu'il y avait en état de vol en France. Voilà. Alors, un autre... voilà. Alors, Bernard Plissonneau de chez Turboméca, qui lui est un ancien d'Airbus Hélicoptère, enfin de Aérospatial, Eurocopter, Airbus Hélicoptère, et qui aujourd'hui est l'un des dirigeants de l'ancienne entreprise créée par Jojo Laturbine, il faut quand même le dire, qui était Joseph Sidlowski, qui est quand même l'homme qui a donné une turbine à l'Alouette 1, donc à l'Alouette 2, donc à l'Alouette 3, et donc à toute la famille des hélicoptères qui ont pu être conçus, à savoir qu'aujourd'hui, je crois que presque un hélicoptère sur 2 dans le monde est équipé de turbines sortant de chez Turboméca, pas loin, un tiers. Un peu moins, un tiers ? Un tiers. C'est quand même, c'est honorable. Sachant qu'il y a beaucoup de machines qui ne sont pas des machines produites en Europe, qui sont équipées de turbines Turboméca. Hein ? Nous sommes d'accord. Oui, il y a quelques nouveaux entrants. Voilà, et il y a des nouveaux entrants. Alors Maxime Coffin, que je connais depuis de longues années, qui a été patron du SFA, Service de formation aéronautique contrôle technique, qui depuis, après avoir été un peu découpé en rondelles, est devenu la direction de la sécurité de l'aviation civile, la DSAC. Et qui, après avoir quitté cette fonction très importante, puisque c'était en gros le premier homme opérationnel de la direction de l'aviation civile, puisque le directeur lui-même ne faisait que diriger, alors que l'homme qui s'occupait vraiment de faire tourner la maison, c'était le patron de la sécurité et de la formation, parce que c'est quand même à ça que ça sert principalement, et qui ensuite s'est retrouvé chargé des missions complexes à la direction de l'aviation civile. Alors vous voyez, c'est lui qui est responsable de la politique et de la réglementation sur les drones, parce que bon, c'était un univers pas trop connu dans la maison. C'est lui qui est en charge des hélicoptères, et puis d'un certain nombre d'autres dossiers, notamment les relations avec les fédérations, et notamment l'aviation légère, qu'il connaît bien et dont il s'occupe beaucoup. Thierry Coudert, président, enfin pas président, délégué de l'Union française de l'hélicoptère, qui rassemble depuis quelques années la plupart des associations, groupements et syndicats d'exploitants d'hélicoptères, et qui est, on va dire, l'association représentative du monde de l'hélicoptère en France. Et ils ont du boulot parce que c'est un pays dans lequel l'hélicoptère est bien maltraité. Si nous sommes de grands producteurs de machines, c'est un pays dans lequel c'est très difficile de les exploiter. Il n'y a quasiment plus de place pour les hélicoptères dans les régions urbaines, et c'est bien dommage parce que c'est justement là qu'elles sont parfois les plus utiles ou les plus efficaces. Et puis enfin Alain Sibert, qui lui alors donc travaille sur le projet César. Alors César, c'est donc le programme de recherche destiné à développer le futur programme européen, le futur système européen de contrôle de la navigation aérienne, qui a un correspondant américain qui s'appelle NextGen, et qui va nous dire tout à l'heure s'il y a des particularités intéressantes concernant l'hélicoptère dans les projets et dans les techniques mises en œuvre par César, à savoir que ça s'adresse évidemment au transport aérien civil, que ça intègre évidemment l'aviation générale, que ça est devenu obligé d'intégrer les drones, parce que ça y est, quoi, c'est un fait, le drone est un fait, et qu'il va donc falloir trouver un moyen pour l'intégrer ou pour le chasser, mais il va falloir trouver en tout cas une solution. Et puis l'hélicoptère, bon, bah, normalement, il fait partie de l'univers classique de l'aviation, mais il nous dira tout à l'heure s'il y a des particularités. Voilà, je vous ai présenté les différents interlocuteurs. Il est 17h10, Thierry Coudert va nous quitter vers 17h45, et de toute façon, on terminera pour 18h30. Si vous avez envie de poser des questions, vous êtes les bienvenus, vous faites juste un peu signe, j'essaierai de bien regarder la salle, et je vous ferai passer un micro. Et on va commencer, si vous le voulez bien, avec Antoine Casal. Je voudrais qu'il nous dise quelques petits mots
sur comment un industriel, puisqu'il est responsable chez Airbus Hélicoptères de la transformation industrielle, il est bien évident que c'est l'industrie qui précède l'utilisation des machines et que donc elle s'inspire des besoins des opérateurs civils et militaires. Donc on peut lui demander quel est le paysage de l'industrie de demain et donc de l'hélicoptère de demain. Antoine Cazal, à vous. Merci. Tout d'abord, je suis très ému et très content de revenir 20 ans après dans les locaux de l'ENAC. C'était un honneur pour moi d'être ancien élève de l'École nationale de l'aviation civile. Et je suis content de partager avec vous mon expérience et les retours industriels qui sont riches. Et c'est bien de rappeler en France qu'on a le premier hélicoptériste au monde, en tout cas sur le marché civil et parapublic. On est leader mondial, on le sait, ça ne se sait pas forcément beaucoup, il n'y a pas forcément une forte communication par rapport à Airbus, la partie avion, mais on est encore leader et on veut bien le rester. Et un moyen de maintenir cette compétitivité, en fait, c'est de se transformer d'un point de vue industriel. Pourquoi avoir des produits fiables et performants ne suffisent pas. Ça ne suffit plus. On est obligé d'aller au-delà, de trouver des ressources et de la satisfaction client. D'accord. Qui sont fondamentaux. Et je suis en charge, donc personnellement, je pilote une équipe de 30 personnes qui a pour vocation de transformer la société Airbus Hélicoptères en société industrielle, de passer d'un mode artisanal à un mode plus industriel, en s'inspirant de ce qui existe déjà sur le marché, à commencer par les avions, Airbus Avion, à commencer par le Toyota. On s'inspire aussi beaucoup de sociétés phares comme General Electric, qui ont développé beaucoup de standards sociétés et qui arrivent à mutualiser les synergies, à mutualiser les façons de travailler au sein d'une même société. Et on en est là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est en pleine mutation, on est en pleine transformation pour améliorer nos produits, améliorer la satisfaction client, améliorer la qualité et la safety et notre compétitivité qui est clé pour nos futurs produits. Vous avez mentionné l'entrée le premier vol bientôt d'un prochain hélicoptère qui est le successeur du Dauphin, qui est le H160, qui devrait voler avant l'été. Cet hélicoptère-là va s'appuyer sur un nouveau modèle industriel que je vais essayer d'expliquer. Mon équipe travaille de façon transverse. Une révolution industrielle dans une société, ce n'est pas l'affaire de la production, c'est l'affaire de la société entière. Donc on a besoin de mettre ensemble les gens, de mettre ensemble les équipes et de travailler aux interfaces, de travailler entre les programmes, l'engineering, la production, le support, les ventes, y compris les vendeurs aussi, sont contributeurs à une mutation industrielle. Et donc mon projet a pour charge effectivement de changer cela, changer les méthodes de travail. Donc on touche à l'humain, on touche à la façon de travailler, pour passer d'un mode, je disais artisanal, d'un modèle customisé. L'hélicoptère, le modèle hélicoptère, c'est beaucoup bâti sur un modèle customisé où on fabrique l'hélicoptère à la demande. Des toutes petites séries pour des clients qui commandent quelquefois une machine, deux machines, etc. Voilà. Alors, un chiffre à rappeler, c'est que 80% de nos clients ont moins de 5 machines. Donc c'est un marché qui est très atomisé et on a donc beaucoup de clients différents avec très peu de machines et parfois les machines ne se ressemblent pas même chez un même client, parfois il y a des variantes qui sont demandées. Donc on est sur un modèle anciennement historique customisé vers un modèle beaucoup plus modulaire et flexible pour optimiser les coûts de production, bien évidemment, mais aussi le temps, ce qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire que le temps entre le passage de commande et la livraison de l'hélicoptère. Donc c'est bien cela qui est le driver, c'est le temps de livraison des hélicoptères qui est en jeu. Pour cela, on travaille sur deux axes. C'est la maturité. Alors c'est quoi la maturité d'un produit ? Mon client qui est à ma gauche connaît bien cela. C'est quand pour une analogie, c'est comme quand on achète un iPad, on veut que ça fonctionne le premier jour comme attendu.
Donc c'est tout simple, hein, c'est-à-dire que bien souvent, on a des difficultés pour maturer nos produits, notamment quand c'est des produits neufs ou des nouveaux produits, et on a des difficultés parfois à débugger, à mettre au point la machine, etc. Donc on a tout un plan de progrès sur la maturité pour que dès le premier jour, dès la première heure d'utilisation de l'hélicoptère, la performance soit attendue et conforme aux attentes du client. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de surprise dès la première utilisation. Donc on a toute une équipe qui travaille là-dessus, qui implémente des méthodes modernes pour anticiper cette maturité et améliorer la satisfaction client dès la première utilisation de l'hélicoptère en service. Le deuxième axe qui est crucial, c'est le modèle industriel. Eurocopter s'est bâti au fil des années avec des regroupements de sociétés allemandes, de sociétés françaises, une partie espagnole aussi. Nous n'avons pas encore fait notre révolution industrielle. Nous n'avons pas encore entamé la spécialisation des sites. Nous avons deux sites principaux, l'un à Marignane, l'autre à Munich, au nord de Munich, à Donauwörth, qui sont tous les deux capables de fabriquer un hélicoptère de A à Z. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus. Et aux États-Unis, vous avez encore un site. Et on a encore près de Dallas. Alors, des sites aussi à l'export, mais ça, j'en reviendrai. On est plus aussi sur des contraintes d'offset ou des contraintes de marché. C'est pour ça qu'on a une implantation très internationale. Néanmoins, avoir deux sites en Europe qui savent les deux fabriquer un hélicoptère, ce n'est plus trop d'actualité. Donc on est sur un mode où on va passer progressivement de sites indépendants à des sites interdépendants, d'où donc la spécialisation des sites, de façon à mutualiser nos ressources, mutualiser nos forces entre les sites industriels. Pour cela, on utilise des basiques qui sont simples, qui sont utilisées dans l'automobile. C'est de découper l'appareil en morceaux et dès le début de la conception d'un hélicoptère, c'est de s'occuper dès le départ des contraintes industrielles, c'est-à-dire de comment on va l'assembler, où on va le fabriquer, comment ça va être fabriqué par qui concrètement dès le départ de la conception. Et si on découpe un hélicoptère une fois comme ça et une fois comme ça, vous comprenez bien qu'on ne va pas y arriver, donc on a besoin aussi d'avoir un modèle générique pour spécialiser les sites, spécialiser nos compétences, de façon à tirer la performance industrielle en amont, dès les premières phases de conception, dès les premières phases même d'avant-projet sur nos offres. Voilà mon projet. On est à la deuxième année, c'est un plan sur 3 ans. L'ambition de notre président, c'est de démarrer la nouvelle gamme d'hélicoptères sur ce nouveau modèle industriel. Donc, c'est-à-dire qu'on va implémenter ce modèle industriel sur les nouveaux appareils, sur le successeur du Dauphin, mais on va lancer aussi, on a 2 autres machines en cours de conception pour remplacer notre gamme qui est vieillissante. On a besoin de renouveler nos appareils et on a besoin d'être beaucoup plus compétitif sur le marché avec une valeur d'acquisition beaucoup plus compétitive pour nos clients, mais aussi surtout une valeur de coût de maintenance, ce qu'on appelle le DMC, donc c'est la charge pour maintenir l'hélicoptère tout le long de la vie d'un hélicoptère. Il faut savoir qu'un hélicoptère, quand on vend un hélicoptère à un client, on revend en moyenne 3 à 4 fois la valeur vendue en coût de maintenance, en support et service, en upgrade, en maintien en conditions opérationnelles. Très bien, je vais poursuivre peut-être avec le motoriste, puisque presque exclusivement les hélicoptères produits par Airbus Hélicoptères sont équipés de turbines turboméca, quelquefois turboméca Rolls-Royce. Hein. Il y a quelques infidélités, oui. Il y a quelques infidélités. Oui, mais quelquefois, vous ne faites pas ce qu'il faut. Oui, dans les deux sens. Et voilà. Donc, peut-être vous pouvez, vous aussi, essayer de nous dessiner votre vision de l'hélicoptère de demain. On a compris que donc c'est une machine qui allait se fabriquer un peu plus comme les automobiles, avec des sites très spécialisés, avec une économie un peu moins... qui restera customisée, mais une économie qui permettra de faire ça dans des meilleures conditions économiques. Donc, pour vous, c'est aussi une approche ? Déjà, je pense qu'il va y avoir un changement. Il y a eu la première étape qui a été de passer à la turbine, avec l'aisance qu'a apporté une turbine au niveau de la gestion et au niveau de la pilotabilité pour l'hélicoptère dans son ensemble. Ça a été une première grosse révolution.
On a eu la turbine liée, puis la turbine libre, qui a été aussi une sacrée évolution. Mais ensuite, le problème reste toujours un peu le même, avec un générateur de gaz et un générateur de puissance. Là-dedans, il y a des évolutions qui permettent d'améliorer les performances au niveau général, mais l'avenir, c'est dans une intégration le plus poussée possible du moteur dans l'hélicoptère. Il y a toujours eu en fait un couple moteur-hélicoptère, et ça d'une manière très intime. L'un ne peut pas être conçu sans l'autre, mais je pense que demain, il va falloir aller encore plus loin que ça. C'est-à-dire peut-être revoir comment intégrer le moteur dans l'hélicoptère, changer ce qui était des frontières naturelles et habituelles. Là-dessus, il va falloir faire un peu de révolution. Et certainement, il va y avoir l'avènement du moteur, d'une génération plus électrique, et peut-être arriver un jour à quelque chose qui va être différent, qui va être l'hélicoptère tout électrique. On rêve encore un petit peu, mais ça va venir. Donc Turboméca va être amené à évoluer. Ça, c'est en général. Après, sur les gros moteurs, je ne pense pas qu'il y ait de gros changements à court terme, parce que la puissance installée, la performance de la turbine est jusqu'alors inégalée, aussi bien au niveau de puissance fournie que de fiabilité. Dans les moteurs plus petits, par contre, l'histoire est peut-être différente. Là, on va voir certainement l'hybridation arriver plus vite, mais on voit arriver aussi quelqu'un qui avait été oublié à un moment, c'est le moteur à piston. Et qui revient un peu, mais sur les petites machines. Oui, mais que sur les petites machines, parce que malgré tout, le moteur à piston, il a une puissance installée, une puissance spécifique assez limitée, qui est à peu près de 0,9 kW par kilo, alors qu'on prend un Arius 2F pour le même genre de puissance, comme je disais ce matin, qui est à peu près à 3,6 kW par kilo. Donc, ce qui veut dire que... 4 fois plus. Oui, ça veut dire que dès le départ, il y a un handicap, un vrai handicap pour un véhicule, c'est-à-dire qu'il part avec au moins 90 kg de masse à vide supplémentaire. Donc, mais par contre, le moteur diesel a quand même l'avantage d'avoir des performances à peu près constantes, quelles que soient les températures et l'altitude, ce qui n'est pas le cas d'une turbine. Donc il va y avoir des changements dans le ciel au niveau du couple hélicoptère-moteur. Alors ces hélicoptères, pour les insérer dans le système de trafic aérien, est-ce qu'il y a une évolution prévue par les gens qui travaillent à Bruxelles et sur César, ou bien est-ce qu'il reste des aéronefs parmi d'autres? Oui, bonjour à tout le monde. Donc tout d'abord, pour exprimer les regrets de Florian Guillermet, le directeur exécutif de l'agence, pour ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Il m'a demandé de le remplacer avant-hier, et c'est sans doute parce que je suis dans son équipe de direction celui qui parle le mieux français, parce que je suis allemand et je suis économiste, donc je suis ni ingénieur ni pilote. Hein. Voilà. Vous n'avez que des qualités. Comme mon nom ne l'indique pas d'ailleurs. Donc oui, César est maintenant bien lancé. Hein. On a été lancé en 2009 dans une phase vraiment industrielle avec une organisation qui implique maintenant plus de 3000 experts dans 17 pays européens et qui ne travaillent pas en isolation mais avec le reste du monde, notamment les Américains. Et lorsqu'on a commencé, je dois dire, le point de départ n'était pas très favorable au sujet spécifique des hélicoptères, parce qu'on arrivait avec un plan cadre pour la modernisation du système de gestion européen où on n'avait pas vraiment un sens des priorités et où c'était un peu à chacun de se positionner sur des sujets qui semblaient être les plus porteurs. Et on se retrouve aujourd'hui avec des scénarios de modernisation qui sont très axés, décongestionnement, des gros aéroports européens, de l'espace aérien congestionné à haute altitude. Et naturellement, on se concentre un peu plus sur des résultats sur les avions traditionnels. Néanmoins, nous avons été à la César Joint Undertaking très soucieux d'impliquer l'ensemble des acteurs européens pour reconnaître les spécificités de chacun. Et c'est pourquoi, une année après le lancement du programme, on a tout de suite mis en place des actions supplémentaires pour d'abord impliquer plus
les utilisateurs finaux, donc par le biais notamment de l'agence européenne, l'association européenne des opérateurs d'hélicoptères, European Helicopter Association, pour travailler avec nous. Bon, quels sont les besoins? Qu'est-ce qui peut être fait? Quelle est la vision du futur? Et depuis, je dois dire qu'on a bien avancé. On est allé même à des stades de précurseurs, de démonstrateurs, d'intégration, avec, on peut dire, plus une exploitation des capacités actuelles des hélicoptères, on va dire, à technologie avancée, parce que nous, on traite de l'intégration des systèmes avions, pas du développement pur des systèmes avions. Et aujourd'hui, on est à une phase clé du programme César, parce que on est en train de définir les priorités pour la recherche, pour les 8 prochaines années, pour le déploiement jusqu'en 2035. Et il y a quelque chose de nouveau qui est apparu à l'horizon, qui politiquement a fait bouger le curseur, c'est les drones. Et par ce biais, je ne vais pas annoncer aujourd'hui, mais on va sans doute annoncer vraiment que l'intégration de tous les véhicules aériens, on va dire un peu ceux qui sont spéciaux, comme les drones, les hélicoptères, va devenir vraiment centrale, ou plus centrale, dans la vision de César pour le futur du trafic aérien. Oui, parce que la plupart des hélicoptères volent dans les basses couches, ne volent pas en vol contrôlé, ou ne volent pas avec des plans de vol. Je dis la plupart, pas tous. Les machines militaires volent souvent dans un système de contrôle militaire qui est prévu par César, mais qui est plutôt adjacent qu'intégré. Donc vous avez une vraie problématique. Oui, et c'est une problématique fertile dans le sens où les challenges, par exemple, qu'ont les drones en termes de système, sont des challenges qu'ont l'aviation civile, l'aviation d'affaires, les hélicoptères. Le fait d'avoir de l'équipement léger, à faible coût, à haute performance, sont des... Enfin, on voit des opportunités industrielles intéressantes, et c'est pourquoi on a aussi un partenariat qui est en train de se bâtir de manière plus forte avec Airbus Hélicoptère, AgustaWestland par exemple, pour entrevoir des possibilités de transfert technologique sur ces sujets-là vers d'autres secteurs. Donc, du milieu militaire vers le civil et au sein du civil, entre les différents segments d'aéronefs. Thierry Couder, pour poursuivre un peu sur ces angles, les utilisateurs, ils seront prêts un jour d'hélicoptères à s'équiper avec des systèmes complexes qui permettent de l'autocontrôle, des systèmes qui se parlent entre eux. C'est pas le monde de l'hélicoptère globalement d'aujourd'hui, c'est pas le monde des SAMU, c'est pas ce monde-là. Alors le monde de l'hélicoptère, du point de vue de l'utilisateur, effectivement, il est confronté à des problématiques qui sont d'abord techniques, mais aussi économiques. Monsieur Casal, tout à l'heure, disait que 80% de ses clients ont moins de 5 hélicoptères. Moi, ce matin, j'ai dit que en Europe, 70% des titulaires d'un certificat de transport aérien avaient moins de 70%, avaient moins de 5 hélicoptères également. Donc ce sont des gens qui, quand ils acquièrent une machine, c'est un investissement qui s'amortit en moyenne en 12 ans. La moyenne d'âge de la flotte d'hélicoptères opérés dans le monde professionnel en France aujourd'hui est de 17 ans. Donc quand un hélicoptère est mis sur le marché, il faut avoir conscience que la première question que va se poser celui qui va l'acquérir, c'est est-ce que l'industriel qui me le vend va être capable de me supporter mon matériel pendant les au moins 25 prochaines années? Et est-ce qu'il va être suffisamment flexible de conception pour pouvoir, dans 15 à 25 ans, être encore conforme à l'évolution réglementaire en termes de sécurité, en termes d'évolution de la systèmes de contrôle, aérienne, etc. Des systèmes de contrôle, etc. Le vrai défi, il est là. On a évoqué les drones. Aujourd'hui, vu du point de vue de l'Union française de l'hélicoptère, on essaye de se persuader que les drones sont plutôt une opportunité
qu'un problème à résoudre, c'est-à-dire qu'on essaye de regarder quelle peut être la complémentarité entre le business model actuel des opérateurs et l'avenue des drones. C'est pas encore figé, loin s'en faut. Bon, on voit très bien comment ça se passe dans une part importante de nos activités, qui sont les activités d'imagerie, par exemple pour la télévision, où on voit bien qu'un drone ne va pas être capable de suivre correctement le peloton du Tour de France, mais un hélicoptère ne sera jamais capable d'aller regarder, ce que je disais ce matin, ce qu'il y a au fond de la gorge des gargouilles de Notre-Dame, ce qu'un drone va pouvoir faire. Donc on arrive à augmenter le panel par une complémentarité. Cette complémentarité, elle a des limites, et la première des limites, c'est l'encombrement de l'espace aérien. Au niveau de la sécurité, l'intégration des drones, il y a quand même une certaine inquiétude, c'est qu'elle se fasse par des restrictions d'accès ou des difficultés d'accès pour les acteurs traditionnels de l'aviation générale et les utilisateurs des basses couches. Là, on est en face de problèmes qui sont des problèmes à la fois réglementaires et techniques. On peut créer des règlements tout à fait adaptés à la cohabitation entre les drones et les acteurs traditionnels, les hélicoptères volant dans les basses couches. Il est beaucoup plus difficile d'obtenir que les règlements qui ont été définis sont bien suivis et bien contrôlés. Il ne faut pas oublier qu'un drone, ça peut aussi être quelque part un jouet qu'on a acheté à la FNAC par quelqu'un qui n'a aucune compétence aérienne et qui ne sait même pas qu'il engage l'espace aérien quand il fait fonctionner son drone dans le pinceau d'approche d'un grand aéroport international. Il n'a absolument aucune conscience de ce qu'il est en train de faire. Si on se place du point de vue du gendarme, il est très très difficile de contrôler le respect des règles qui auront été édictées pour l'en empêcher. Donc, vis-à-vis de l'opérateur, il y a effectivement un problème qui peut se poser et une inquiétude de voir que l'intégration des drones risque de se faire sous forme de restrictions d'accès, de difficultés, de procédures encore plus complexes. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait des petits opérateurs. Les petits opérateurs ont énormément de mal à satisfaire à des normes réglementaires complexes. Ils ont en général pas les moyens humains, rarement les moyens matériels, et ils sont dans des situations qui sont contraintes économiquement, contraintes vis-à-vis de l'environnement. L'hélicoptère est assez sensible aux conditions météorologiques. Ce qui fait que si on leur propose des contraintes supplémentaires, même si elles sont justifiées par la sécurité, ça risque de déstabiliser leur activité. Alors on va continuer avec l'exploitant INAER, Christophe Moron. Comment vous réagissez à tout ce qui vient d'être dit sur le futur et les questions complexes qui sont posées là par Thierry Couder? Alors, globalement, on a une approche qui est totalement similaire à celle de l'UFH. Alors nous, on a une vision sur l'exploitation qui est beaucoup plus restrictive que l'UFH, qui parle effectivement d'un spectre d'utilisation qui est assez vaste, assez large. Nous, on est vraiment focalisé sur les missions sanitaires, en l'occurrence en France. Donc c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'a jamais trop eu de soucis dans le cadre de nos opérations. Cela dit, c'est effectivement une préoccupation, on va dire, récente, nouvelle, à considérer. Alors, je crois qu'on a eu la chance aujourd'hui d'avoir des tas de démonstrations de nouveaux outils technologiques, réflexions. Peut-être peut-on espérer, au-delà du voir éviter, qui est une maille assez large pour éviter la collision avec un drone, peut-être peut-on voir le jour dans quelques années de nouveaux systèmes de détection pour essayer de compenser le risque de heurt entre effectivement un aéronef, soit-il hélicoptère qu'avion, avec un drone qui n'aurait pas été ou mal été appréhendé en termes de position. Bon, alors tout ça, est-ce que ça apporte à Jean-Pierre Selton, qui est responsable de l'enseignement, responsable enseignant ici à l'École nationale de l'aviation civile, des pistes pour, je dirais, donner du travail à ses élèves et poser des questions à ceux qui sont autour de la table? Oui, déjà, je dois dire que nous, à l'ENAC, on est... Micro ? Oui, et voilà. Nous aussi, à l'ENAC, nous sommes déjà aussi bien impliqués dans tout ce qui est procédure basse altitude, et nous sommes bien impliqués par des programmes de recherche
dans les procédures GNSS, et on peut à l'avenir encore offrir des possibilités. Approche GPS pour ceux qui, GPS, je ne sais pas. Voilà. En GPS, votre petit navigateur que vous avez sur votre tableau de bord de voiture. Bon. Et donc nous avons effectivement des équipes, comme on a dit des chercheurs, des enseignants et puis des étudiants qui travaillent sur ce sujet-là, qui est évidemment, à mon avis, en tant que pilote d'hélicoptère aussi, l'avenir de l'hélicoptère. Si on veut qu'il se développe dans l'avenir, il faut qu'on offre des possibilités opérationnelles bien plus larges qu'elles ne sont actuellement, dans un espace qui nous est encore ouvert en basse altitude, mais comme tu le disais, qui n'est pas contrôlé, et dans un système souvent en fond de vallée où on n'a évidemment pas la couverture de radionavigation. Donc là, il nous faudra des moyens de navigation tout à fait autonomes, fiables, et se posera également la question du contrôle. Puisque si on est sur des lignes, comme on le fait actuellement, là on dessine des procédures avec une arrivée sur un pins, c'est-à-dire un point de décision, une sorte de MAPT quand on sort du nuage et on voit ou on ne voit pas l'hôpital ou la zone de pesée, il faudra quand même qu'on ait des moyens pour se dire qu'on est effectivement seul dans cet espace-là, ou qu'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un à proximité, il faudra que quelqu'un nous le dise, et que surtout si on reste en IMC. Alors, on pourra, sur l'avenir, avoir aussi les systèmes de SVS. Il faut essayer d'expliquer les abréviations. IMC, c'est donc vol sans visibilité extérieure, et MVS de visualisation synthétique, c'est-à-dire où on a sur une projection sur un écran d'un téléviseur, on a finalement la situation, restitution de la situation externe à partir de bases de données. C'est certainement un futur qui permettra de voler. Ce qu'on commence à trouver d'ailleurs sur pas mal d'avions d'affaires américains. Absolument. Là se pose aussi la question de l'équipement, puisqu'il faudra enfin assurer du TICAS, de la séparation avec donc le TICAS, c'est-à-dire un système anti-collision qui permettra de savoir qu'il y a un autre appareil dans la zone et savoir comment l'éviter. Donc oui, si on veut que l'hélicoptère se développe, à mon avis, il faut qu'on ait cette partie de cet espace-là qui nous permette, dans des mauvaises conditions météo, de rejoindre des plateformes. Un hôpital là où spécialisé dans les femmes. Et pas seulement un aérodrome. Et l'autre, et pouvoir éviter tout ce qui commence à se déplacer dans cet espace-là aussi, en le contrôlant. Il faut parler dans le micro, sinon on ne t'entend pas. Donc ici à l'ENAC, on a oui effectivement les moyens de travailler sur ces solutions futures-là. Et puis moi en tant qu'opérateur, je crois que c'est un bien pour qu'on étende enfin le domaine de l'hélicoptère et qu'on ne le confine pas toujours dans ces petites missions VFR qui sont méconnues. Et cette journée ici me fait énormément plaisir puisque manifestement on a apporté la découverte de ce monde de l'hélicoptère qui était mal connu de la plupart du public. Alors Maxime Coffin, est-ce que la réglementation, est-ce que l'autorité française, puisque vous représentez l'autorité française, pas l'autorité européenne de réglementation, mais enfin bon, vous êtes leur représentant quand même, quelque part leur intermédiaire, est-ce que cette autorité est prête à faire, je dirais, des efforts, comme elle le fait pour le drone d'ailleurs, et avec difficulté, puisque les derniers événements ont montré que la réglementation difficilement bâtie avait été un peu mise à mal. Est-ce qu'elle peut faire quelque chose pour que l'hélicoptère s'insère bien dans ses versions futures et modernes, dans le futur système de contrôle aérien et dans l'économie de demain? En tout cas, elle le souhaite. Je ne sais pas si on y arrivera, mais je pense, enfin, on l'a vu un petit peu à travers les exposés aussi d'aujourd'hui. La DGAC essaye d'être présente dans les différents projets de développement d'hélicoptères, que ce soit à travers la participation au financement du programme H160, à travers les expérimentations HTT ou IHT dont on a parlé, etc. Il faut être précis parce que je n'ai pas tout compris là. Oui, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, tout le travail sur l'hélicoptère tout temps, procédure point in space, pour l'évacuation sanitaire ou pour d'autres applications en fait, puisque ce sont les technologies du futur. Alors, par contre, la façon dont vous avez posé la question, d'ailleurs autorité européenne ou française, je pense que la DGAC, enfin comme nous tous hélicoptères, je pense que notre réflexion sur le futur, elle doit se faire dans un cadre européen.
les produits Airbus hélicoptères, ce sont certifiés au niveau européen. Turbomeca, ce sont des produits qui sont certifiés européens. Cette certification européenne, je pense qu'elle est largement bénéfique. On a un certificat de type unique européen, on a une agence qui est l'interlocuteur de l'AFA et qui défend un ensemble d'intérêts européens par rapport à des discussions avec les Américains. Donc tout ça, je crois que c'est positif. Je crois que César, c'est quelque chose dont on a besoin. On voit toutes les difficultés un petit peu politiques de créer, enfin un petit peu très politiques de créer le ciel unique. Ça pose beaucoup de questions. Par contre, César, qui va aborder le problème par un autre angle, qui va aborder le problème par la question des systèmes et des équipements, à mon avis, ça va forcément être intégrateur, générateur, comme Airbus l'a été pour construire l'agence européenne. À partir du moment où on va parler d'industrialisation de systèmes et d'équipements, le mouvement européen, je suis persuadé, va se mettre en marge. Donc nous, il faut vraiment que notre réflexion soit dans ce cadre-là. Et moi, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'autant du côté matériel, équipement, même nouvelles technologies, on est bon, tout n'est pas aisé, mais on est sur une bonne voie, on est sur une voie où on travaille bien. On a, nous, des GAC, je pense, sur ce plan-là, à travailler, alors c'est symétrique, hein, mais de façon plus confiante avec l'agence européenne. On a aujourd'hui un petit peu les difficultés de tous les parents que nous sommes, parce que c'est quand même nous qui avons créé cette agence avec leurs enfants adolescents. Ça ne se passe pas toujours très bien. Il faut qu'on rentre dans des relations plus confiantes, parce qu'aujourd'hui, un certain nombre des compétences qu'on avait, nous, en matière spécifique d'hélicoptères, sont parties à l'EASA, et c'est très bien comme ça, mais du coup, on ne les a pas chez nous, et si on n'a pas un dialogue de confiance avec l'EASA, on a perdu des compétences techniques, et on s'est appauvri. Donc ça, il faut que nous... Mais je pense que ça, c'est la maturation des organisations internationales, ça viendra progressivement. Donc il faudrait créer une filiale de l'EASA en France, aux côtés de la DGAC. Bah, pas à côté. Enfin, moi, je sais qu'une des propositions qu'on avait faites... C'était juste a joke. Une des propositions qu'on avait faites quand on a créé l'EASA, puisque l'EASA, quand on l'a créé, c'était rien. Enfin, il y avait pendant un an, c'était rien du tout. Au bout d'un an, c'était un directeur tout seul. Nous, on lui a dit, mais nous, pour la certification, moi, je me souviens, j'étais voir Patrick Boudou. Dans mes couloirs, j'ai des bureaux de certification avec marqué DGAC SFACT. Je remplace par EASA. Ce sont des personnels de l'EASA. Bon, ça s'est pas fait comme ça parce que il a été jugé que c'était pas stupide non plus, qu'il valait mieux rassembler les gens un petit peu à Cologne si on voulait qu'ils aient une culture commune de certification. Mais côté des GAC, c'est effectivement, on est tout à fait ouvert, non pas être à côté, mais on est parti de cette agence européenne. Alors la question, elle est plus difficile et ça se passe moins bien, très sincèrement, sur la question des règlements opérationnels. On a des difficultés. Enfin, on a des difficultés. On a toujours eu des difficultés en France à trouver une réglementation opérationnelle convenable pour nos hélicoptéristes et qui tienne bien compte de cette diversité dont on a parlé, de ce très grand nombre d'opérateurs très dispersés, ce qui fait que c'est pas toujours facile non plus de trouver à travers le règlement un point d'équilibre. Et puis, et c'est une des raisons d'être de la mission que le directeur général m'a demandé de diriger, une connaissance insuffisante et une appréhension insuffisante de ce que peut être la réalité économique de ce monde d'opérateurs. Et donc, pour dire les choses de façon trop schématique et trop caricaturale, eh ben, il ne faut pas traiter une société d'hélicoptères comme Air France. Il ne faut pas traiter un terrain, une licitation comme ADP. Et ça, c'est de la culture, c'est pas seulement la compétence technique, c'est de la culture économique, c'est de la culture... de compréhension du monde de l'entreprise qui reste aujourd'hui, moi je le sais, insuffisante à la DGC, qu'il faut qu'on arrive à développer. Et je crains encore pire au niveau européen. C'est-à-dire qu'au niveau européen, on est en phase de réglementation qui ont été quand même largement dérivées des réglementations qu'on a prises pour les avions et qui se révèlent dans un certain nombre de cas mal adaptées à la diversité du monde hélicoptère. Alors, mon espoir aujourd'hui, c'est qu'il y a eu au niveau européen une vraie prise de conscience qui ne s'est pas fait sur l'hélicoptère, qui s'est fait sur l'aviation générale. Et où les opérateurs d'aviation générale ont dit à l'EASA et aux autorités nationales, vous continuez comme ça pendant encore, disons, 2 à 5 ans, et il n'y aura plus d'aviation générale, vous serez tranquille, on en sera débarrassé. Ce message, il est entendu. Je crois qu'il y a une vraie réflexion en cours pour dire qu'il faut qu'on ait une approche spécifique pour l'aviation générale, qui passe par des relations différentes avec les opérateurs. Il faut faire plus de confiance aux opérateurs d'aviation générale, même s'ils n'ont pas démontré toutes les qualités qui iraient bien, mais ils sont sur des opérations qui sont de plus petite envergure, qui n'ont pas exactement les mêmes impacts immédiats, y compris en termes de risque pour la société. Donc il faut davantage laisser faire, parce qu'on n'a pas les compétences pour tout faire. Et il faut bien penser que l'approche de sécurité pour ces opérateurs-là, elle ne passe pas nécessairement par la réglementation fiable.
Ça m'amène une question. La dernière évolution de la réglementation européenne a prévu que les hélicoptères devaient systématiquement et obligatoirement désormais déposer des plans de vol pour faire du vol de nuit, si je ne m'abuse. Alors, je n'hésite pas à dire quand je ne sais pas, donc je ne sais pas. S'ils changent de secteur de vol, ce qui est quand même assez courant. Alors, il y a quand même des dérogations qui sont envisagées pour certaines activités, notamment l'activité sanitaire. Voilà, c'est ça. On peut déroger sur ce sujet. Et ça va peut-être compliquer, parce que l'hélicoptère, il ne va pas toujours d'un aérodrome à un aérodrome, d'un secteur de vol contrôlé à un secteur de vol contrôlé, etc. C'est un bon exemple de beaucoup de choses qui sont plus compliquées. Alors, parce qu'il y a ces règlements-là, il peut y avoir des réglementations sur les questions de vol en montagne, etc. Où on sent bien qu'encore plus que dans d'autres domaines, pour l'hélicoptère, il faut qu'on arrive à bien davantage de subsidiarité. À la fois pour que l'autorité européenne nous laisse, nous, autorités nationales, tenir compte de réalités locales, et y compris de modèles qu'on a développés. Une des difficultés de l'évacuation sanitaire, on voit bien que les différents pays se sont organisés de façon très différente en matière d'évacuation sanitaire. Et ça ne veut pas dire que tel modèle était meilleur que tel autre ou pas, et ni que tel modèle était plus sûr que tel autre ou pas. On a des modèles qui ont des bons niveaux de sécurité dans les différents pays européens, mais organisés de façon très différente. Et la transition vers un système européen est très difficile. Elle nous pose, nous, de gros problèmes en France. Et la transition est souvent dangereuse, d'ailleurs. Et la transition elle-même comprend des risques. Et donc, il faut laisser davantage de subsidiarité aux autorités nationales. Et de notre côté, par contre, alors je prends sur l'exemple de l'évacuation sanitaire, mais ce que nous, on aimerait promouvoir comme réflexion, c'est de dire, on est tout à fait d'accord pour dire il faut pouvoir défendre de la subsidiarité au niveau européen. C'est-à-dire de dire il faut nous laisser une certaine souplesse d'application, etc. Par contre, je pense que ça serait une erreur de dire, et la réglementation européenne, on n'en parle plus du tout, on la met à la poubelle. Notre futur, il sera quand même européen. Donc ce dont on a besoin, c'est que nous être capables d'organiser nos transitions avec les souplesses nécessaires. Mais je pense qu'il y a une vraie réflexion à continuer à mener, qu'on a commencé à mener avec les opérateurs, pour dire, et je pense que c'est un petit peu aussi le sujet de cette table de ronde, dans 10 ans, on veut être où? On veut être avec une réglementation française qu'on aura préservée hexagonale tant bien que mal, avec plein de particularités qui feraient qu'on sera obligé de maintenir tant bien que mal, ou est-ce qu'on veut avoir réussi notre transition vers une réglementation européenne qui ne serait pas celle d'aujourd'hui, qui serait une réglementation européenne tenant compte des spécificités du monde hélicoptère? Alors, moi, je pense que le deuxième modèle est plus prometteur, mais c'est une décision qu'on doit avoir. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui veulent faire des observations, poser des questions à nos invités? Madame, je vais vous donner le micro. Je me présente. Donc, je m'appelle Florentina Clou. Je suis chef de projet Project Manager Continental Siemens depuis 20 ans dans le domaine automobile, qui est complètement différent du vôtre. J'étais invitée ici par l'association Elle Bouge pour promouvoir le métier d'ingénieur aux filles. Et j'ai découvert Parlez bien dans le micro. J'ai découvert un nouvel monde qui est très intéressant. Donc moi, j'ai une question pour M. Casal. J'ai compris que vous voulez faire une réorganisation. Est-ce que j'ai compris? J'ai compris qu'il y a une société en France et une société en Allemagne, à Hanovre ou Munich. Munich. C'est ça. Donc, les deux sociétés, et je vous explique parce que c'est un peu mon expérience. Je suis chez Siemens, on est une société allemande, automobile. On a une société à Toulouse, on a une société à Regensburg. On est 3000 à Toulouse fois Bussens et on est 2000, 3000 à Regensburg-Munich. Pareil, ils nous ont organisé un expertise Tireguard à Toulouse, BCM, expert à Munich. Et moi, comme chef de projet, mon client c'est Renault et Nissan, je vends des systèmes, ça s'appelle système accès main libre, avec les clés, le badge, quand vous ouvrez la véhicule. Je gère 40 ingénieurs de différentes nationalités, je me rends compte qu'on ne parle pas le même langage. Un Français ne réagit pas pareil comme un Allemand, il ne réagit pas pareil comme un Viennois, il ne réagit pas comme un Roumain. On s'en est rendu compte aussi. Donc, par mon expérience... Chez Airbus, ils ont quelques expériences comme ça. Airbus tout court. Hein. C'est ma question vis-à-vis de vous. Comment vous arriverez mieux, vous, que nous, dans l'automobile,
en regardant que vous n'avez que 5 pièces par client, que nous on a 1 million de pièces par client, et comment vous arriverez, parce que moi ce que je vois pour vous, pour gagner, c'est qu'il faut que vous baissez les coûts pour mieux être compétitif. Et donc là, ça va aller vers la standardisation. Bon, posez votre question rapidement, donc, parce que là, vous voyez... tout ça. Voilà. Non, je disais qu'on s'inspirait des méthodes de l'automobile. On est bien au-delà des volumes de l'automobile, bien évidemment. Néanmoins, il y a un centre de gravité à recentrer entre un modèle où on est complètement customisé, où on fait un hélicoptère à la demande, et un hélicoptère où on définit une configuration favorite, on définit un périmètre de flexibilité dans lequel on va pouvoir optimiser notre modèle industriel et satisfaire le client avec des rapidités d'exécution et des coûts aussi plus compétitifs. Donc c'est un recentrage qui ne va pas aller complètement à droite, puisqu'on n'a pas ces volumes-là, donc on n'est pas comparable. Néanmoins, si on regarde ce qu'a fait Airbus sur les avions, ils ont fait la révolution industrielle. Chaque site a sa spécialité. Et l'avion est découpé en morceaux et chaque morceau est fait à un endroit donné. Et c'est une société franco-allemande. Donc la culture et l'identité de la société, on parle de changement, hein, on parle ça se fait avec le temps, mais ça se fait. Et on a plein d'exemples de sociétés multinationales qui réussissent. Donc on n'est pas du tout pessimiste par rapport à ça. Ce qu'on a plus de difficultés, c'est vraiment d'adapter l'offre avec la demande et de définir ce périmètre de flexibilité pour pouvoir optimiser nos coûts de production. Donc l'enjeu il est bien là et c'est bien une décision d'entreprise, c'est qu'on a besoin d'embarquer les vendeurs, on a besoin de vendre différemment pour arriver à produire mieux et à être plus compétitif et éviter les redondances. C'est-à-dire qu'on a des sites historiques qui se sont créés au fil du temps avec des spécialistes de radar à Marignane, on a d'autres spécialistes de radar à Munich. Aujourd'hui, c'est pas une critique, mais la société s'est construite comme ça sur des marchés gouvernementaux et militaires, avec des contraintes politiques qui ne sont plus aujourd'hui adaptées pour la compétitivité industrielle. Donc c'est dans ce sens-là que l'on souhaite avancer. On ne va pas le faire en 1 an, on ne va pas le faire en 6 mois, on va mettre plusieurs années, mais c'est bien le sens industriel que l'on veut donner à ce fleuron de l'aéronautique, qui est Airbus Hélicoptère, et que l'on souhaite pérenniser dans le temps, en renouvelant nos produits, parce qu'on a des produits qui vont sortir, et en regagnant nos parts de marché qu'on a perdues sur la part parapublique et civile. Je ne parle pas de la part militaire, parce que la part militaire, on n'a que 11 ou 10% de part de marché mondiale, donc on est très loin derrière nos concurrents. Sur la partie civile et parapublique, on a 44%, 45%, donc on est encore leader, mais on est en danger si on ne change pas notre modèle industriel, si on ne change pas notre culture industrielle, au-delà des performances, au-delà des réglementations qui doivent aussi évoluer. La partie industrielle est très, très importante. Donc c'est pour ça que je rééquilibre un peu le débat en apportant aussi, on a besoin dans l'avenir de l'industrie de l'hélicoptère, on a besoin que les futurs ingénieurs qui soient formés à l'ENAC ou dans d'autres écoles nous apportent cette compétence industrielle que l'on va développer et que l'on pourra pérenniser. Hein, la certification est une étape intermédiaire. L'industrialisation pour obtenir un coût industriel compétitif, hein, c'est le premier indicateur industriel et plus important dans le temps. Non, c'est juste pour que on vous entende mieux. Pendant que Christophe Moron, c'était pas pour vous couper la parole, pendant que Christophe Moron répond, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir dans la salle après? Oui, vous? Et puis
Et vous, d'accord. Alors Christophe Moron, allez-y, et ensuite on vous passe la parole. Moi, je voulais juste revenir un petit peu sur l'intervention de M. Coffin sur la problématique réglementaire. Puis il faudra qu'on parle de sécurité aussi quand même tout à l'heure. C'est un des sujets. Nous, il faut savoir qu'en tant qu'exploitant, on se doit d'aller fournir un service à un client. Aujourd'hui, nos clients sur la partie France, ce sont les hôpitaux, à qui on met à disposition les hélicoptères pour faire du transport sanitaire. Donc c'est vraiment une approche orientée sur ce type d'activité. Nos clients se sont professionnalisés. C'est-à-dire, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on avait une exploitation qui était beaucoup plus confuse, moins professionnelle. Le client ne savait pas forcément exactement pourquoi il envoyait l'hélico, comment il allait utiliser l'hélicoptère. Aujourd'hui, on a des clients qui nous disent, voilà, j'ai besoin d'avoir un appareil qui est dédié et j'ai besoin, de plus en plus, ça ressurgit, d'avoir quelque chose qui est productif. La productivité, elle passe aussi par une façon d'élargir le domaine opérationnel de l'appareil et d'en faire davantage. Le cadre réglementaire ancien était très restrictif pour nous, exploitants, dans le cadre du SMUH, du service médical d'urgence par hélicoptère. Alors, il y a de vrais débats entre exploitants en France aujourd'hui sur l'Europe, sa nouvelle réglementation. Pour nous, c'est une opportunité de venir renforcer un équipage de conduite qui va nous permettre d'offrir à nos clients de nouvelles prestations et justement de mettre en corrélation un besoin d'un client. Ça, c'est le fait qu'il y ait 2 membres d'équipage et pas un seul à bord. C'est voilà, ça. Exactement. C'est le principal changement. Et l'objectif, c'est de pouvoir mettre en corrélation un besoin d'un client, une disponibilité technologique à travers les nombreuses solutions qu'on a vues durant toute cette journée. Certes, il y a peut-être des aménagements encore à considérer, mais on partage totalement en tout cas la vision de la logique européenne et du fait qu'on a besoin de faire évoluer nos prestations vers quelque chose de plus moderne, et la réglementation nous permet de nous appuyer sur un cadre qui est plus favorable qu'il ne l'était, ne serait-ce qu'à l'année dernière à cette époque. Oui, parce qu'en fait, il y a le débat sur est-ce que le deuxième membre d'équipage doit être un infirmier copilote, un médecin copilote, ou doit être simplement un membre d'équipage qualifié qui a une véritable fonction médicale à bord, mais une fonction d'aide à la surveillance à côté du pilote, etc. Hein, ou même un pilote. Ou même un pilote, voilà. Ou même un pilote. Est-ce que le deuxième pilote doit être un pilote? Oui, bah, maintenant dans l'aviation commerciale, on va en mettre 3. Hein, bon. Voilà. Monsieur. Alors l'hélicoptère, c'est vrai, est un outil formidable pour la gendarmerie. Par exemple, je pense à alerte enlèvement. Après, je suis plutôt moins favorable par exemple sur le Sivens, qui faisait un peu peur à la foule dans Toulouse. Combien vaut l'heure de vol? Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, pourquoi les hélicoptères n'ont pas encore un système de radar qui aurait évité l'accident des sportifs où les 2 hélicoptères, je crois, ne sont pas vus. En Argentine? Oui. Ça, c'est un autre truc, si vous voulez, on y reviendra dans une seconde. La première question que vous avez posée, donc, c'est... Ouais, on dit outil merveilleux, mais combien vaut-il l'heure, à peu près, de l'hélicoptère? Vous allez avoir peut-être des réponses diverses et variées. Alors, on est exploitant, c'est nous qui facturons le prix de l'heure, donc peut-être qu'il y a d'autres intervenants qui peuvent répondre. Notre expérience aussi, parce que nos vols auraient été facturés par Air Plus à 24 € la minute sur un écureuil. Alors voilà, tout dépend bien entendu du type d'appareil, puisque un Super Puma à 24 € la minute, ça n'existe pas. Ça va être plus compliqué. Alors, en règle générale, sur un hélicoptère monoturbine, le prix varie entre peut-être 1300, 1500 €, 2000 € de l'heure peut-être. Après, dès qu'on arrive sur des machines un peu plus grosses, bimoteurs, en règle générale, ces machines sont associées à un contrat. D'accord. Ce qu'on fait supporter à nos clients, c'est une charge fixe habituellement mensuelle qui correspond aux frais de mise à disposition des équipages, financement de l'appareil, l'assurance, etc. Et ensuite, il y a un coût à l'heure de vol qui comprend les consommables, le carburant, la provision pour les pièces mécaniques, moteurs ou cellules. Donc le prix est très variable, et ce qui est important de savoir, c'est que la charge fixe, frais de mise à disposition, représente à peu près 75% du coût annuel de l'hélicoptère. Donc plus un hélicoptère va être utilisé en termes de nombre de missions ou nombre d'heures de vol, plus la grosse charge fixe de 75% va être diluée, si bien qu'on a fait certains calculs et on s'est retrouvé avec un même hélicoptère, la même prestation pour un centre hospitalier X et pour un centre hospitalier Y,
Le centre hospitalier X fait 300 heures de vol, il va payer peut-être 5 000 € de l'heure. Le centre hospitalier Y va faire 600 heures de vol et il va payer 2 000 € de l'heure. Donc le prix, c'est difficile de préciser un prix. Tout dépend du type de machine, de la configuration des attentes du client et du volume d'activité. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre rapidement à la question sur l'anticollision et l'affaire Argentine, ou est-ce que vous... apporter quand même une petite précision sur les coûts, parce qu'effectivement, le coût à la minute de vol, ça reste très cher. Il faut le reconnaître, c'est très cher. Et d'ailleurs, tout le monde n'a pas pu s'offrir un vol découverte aujourd'hui, parce qu'ils considéraient que c'était cher, ça dépassait leur budget. Mais il faut prendre aussi pour considérer que, prenons le cas de Nice, par exemple, Nice-Monaco. Un homme d'affaires qui arrive sur Nice-Monaco, il va louer une voiture, ça va lui prendre du temps, il va se retrouver dans les embouteillages, et s'il prend l'hélico à partir de Nice pour aller sur Monaco, il va mettre peut-être 7-6 minutes de vol, autant que je m'en souvienne, et dans ce cas-là, il faut mettre dans la balance le coût de la location, du temps perdu en route, et puis les 6 minutes de vol qu'il aura fait, et je ne suis pas sûr qu'il ne sera pas gagnant. Tout à fait. Et on peut rebondir sur la problématique EMS avec des gains de temps. EMS, c'est évacuation médicale sanitaire. Emergency Medical Service. Donc notamment en montagne, où on a par exemple un hélico qui tourne à Gap, qui va régulièrement à Grenoble, où je crois que le temps de vol doit être à peu près de 15 ou 20 minutes, ou une vingtaine de minutes à peu près pour faire Gap-Grenoble. En voiture, je vous laisse imaginer, il y a au moins, je pense, de bonnes heures. Et encore, ça dépend de la neige. De la neige et de la circulation. Peut-être. Alors la deuxième question, quelqu'un veut lui répondre ou vous voulez que je le fasse vite fait, c'est comme vous voulez. Non ? Allez-y. Bon, c'était des gens qui faisaient du vol à vue, donc il ne s'agit pas du vol dans lequel on vole aux instruments et on a besoin d'avoir des radars, des détecteurs, etc. Ils étaient censés se voir. Donc l'un était devant, l'autre était derrière, celui qui est derrière est censé regarder celui qui est devant. Ils faisaient du vol en patrouille, c'est-à-dire qu'ils volaient ensemble, en groupe, donc ils étaient censés avoir préparé ça, en avoir l'expérience, et celui qui était devant était censé ne pas faire des manœuvres imprévisibles par celui qui était derrière. Donc si vous voulez, on a affaire à quelque chose qui a été mal préparé par des gens qui étaient occupés par des tas d'autres choses, des vedettes, des artistes, un tournage, etc. Ça n'a pas été fait d'une manière disciplinée et donc ça a débouché sur... Oui ? Je serais tenté de dire en tant qu'enquêteur du BEA, voilà. L'enquête est en cours. Donc... Oui, mais moi je m'en fous, je ne suis pas enquêteur au BEA, donc je peux dire ce que je veux. C'est la différence et c'est l'avantage. C'est pas la peine de spéculer sur des éléments qui ne sont pas encore validés complètement. Oui, mais vous répondrez dans 1 an et demi, ça n'intéressera plus personne. Et la question est posée aujourd'hui. Vous voyez, c'est toute la différence qu'il y a entre le travail très sérieux que vous faites et dont on s'inspire régulièrement, et puis le fait que, bien avant que vous ayez rendu vos conclusions, on est bien obligé quand même de trouver des réponses qui soient cohérentes. Voilà. Or, vous savez très bien que ce que je suis en train de dire, ce sera dans votre rapport dans 1 an et demi. Sans parler de l'enquête elle-même, Michel, ce qu'on peut peut-être dire, c'est ce que vous avez dit au début de votre réponse. Lorsqu'on est dans les règles de vol à vue, le principe d'évitement de l'anticollision, c'est le voir et éviter. Hein, ça ne repose pas sur un écran radar, etc., qu'on regarde. Et ça, c'est vrai aussi pour ce qu'on a dit tout à l'heure sur les drones. À partir du moment où on veut mettre des drones dans un espace où il y a des petits avions, qui sont des avions d'aviation générale, il faut qu'ils puissent respecter, c'est toute la difficulté, le principe du voir et éviter. Hein, c'est là-dessus que repose la Mais vous pouvez compléter si vous voulez. Non, parce que l'enquête est d'un pays étranger et que la France n'a pas parlé. Voilà, donc les officiels n'ont rien à dire. Nous sommes d'accord. Mais ça ne nous empêche pas. Ce que je trouve dommage, d'une part, c'est que moi, ma question, c'est pour que demain, ça n'arrive pas encore à d'autres sportifs ou ingénieurs ou enquêteurs. Voilà. Oui, mais vous demandiez si un radar aurait changé quelque chose, et la réponse, c'est non. Voilà, si vous voulez, c'est tout. Il y a des radars sur certains hélicoptères. Hein. Il y a des hélicoptères qui sont très très bien équipés. Il y a des appareils qui sont équipés d'avertisseurs anti-collision. Hein. Ça existe aussi. Mais là, ça n'aurait pas changé les choses, quoi. Voilà. Quelqu'un d'autre veut intervenir ? Oui, vous. Voilà. On va vous porter le micro.
Bonjour. Une réflexion plus qu'une question en fait. Je travaille à la CRJU, je suis gestionnaire de programme et notamment je m'occupe du projet dédié aux hélicoptères et à l'aviation générale. Un des points qui m'a posé des difficultés au lancement de ce projet, ça a été la discussion avec les différents acteurs. Et là, je vois devant moi donc des industriels qui développent, tant en développement qu'en recherche, des solutions qui sont amenées à être solides. Cependant, très souvent au début de discussion, mon rôle à moi c'était de savoir si oui ou non nous allions investir des fonds pour la recherche et le développement de ces solutions. Et de poser la question, ok, mais pourquoi ? Quelles sont les applications opérationnelles qui amènent ces solutions ? Et parfois, souvent, nous avons eu des échanges parfois houleux pour justement faire le lien entre ces solutions technologiques prometteuses et ces applications opérationnelles qu'on avait du mal, en tout cas spontanément, à allier. Alors là, je vois aujourd'hui, effectivement, il y a l'exploitant qui est ici, mais c'est un cas particulier, on l'a bien entendu, dans le sens où vous êtes un gros exploitant transnational comparé à ces 70% qui sont un peu plus isolés, on va dire. Quel genre de réflexion ça vous amène, vous, en tant qu'industriel? Et je ne dis pas ici qu'il n'y a pas de besoin opérationnel, mais justement sur cette conciliation peut-être utile de l'avancée des solutions technologiques et des besoins opérationnels, de l'émergence des Monsieur Plissono va essayer de vous répondre, si vous le voulez bien, puisque vous êtes l'un des deux industriels présents. Oui, en fait, un programme de recherche, c'est fait pour préparer l'avenir. Préparer l'avenir, ça veut dire il va y avoir plusieurs paramètres qui vont être pris en compte. On n'est quand même pas philanthropique, donc il faut bien qu'on prépare la gamme du futur. Deuxièmement, préparer une gamme, si elle n'est pas vendue, c'est pas intéressant. Donc on est quand même bien obligé à un moment ou à un autre de se retourner pour déterminer quel est le besoin au niveau du marché. Et dans le niveau du marché, eh bien, il y a des benchmarks qui sont faits, il y a des équipes entières dans les différentes grandes compagnies qui regardent vers quoi peut aller le marché, et bien souvent, de toute façon, ils sont pris à contre-pied. On disait tout à l'heure, les drones, personne ne les avait vus venir. Et ça vient empiéter quelque part sur le marché de l'hélicoptère. Donc en fait, c'est pas vrai, je pense que le client et les besoins du client sont pris en compte, sauf qu'il y a souvent un décalage. Entre le moment où on réfléchit, on est décalé parce qu'on est un produit qui demande un long temps de développement et il nous arrive d'être pris en faute, mais c'est pas dans l'esprit, c'est dans les faits. Tu veux dire, Jacques ? En complément à ça, ce que j'expliquais ce matin, c'est le fait qu'aujourd'hui, on essaye réellement, avant de lancer des programmes recherche, avant de lancer un programme recherche, de comprendre effectivement à quoi ça va servir. C'est vrai que pendant pas mal de temps, les ingénieurs faisaient des propositions de projets recherche qui étaient purement technologiques. Aujourd'hui, on s'astreint systématiquement à comprendre les bénéfices, à fixer des objectifs chiffrés, d'accord, à regarder les gains que ça va apporter, et à discuter bien sûr avec les utilisateurs, avec les opérateurs. Donc ça, peut-être que dans le cas de César, cet aspect-là n'avait pas été suffisamment regardé à une époque, mais aujourd'hui c'est vraiment quelque chose d'important dans nos sociétés pour utiliser le plus utilement les financements qu'on met dans le programme de recherche. Alors, moi je rajouterais d'un point de vue exploitation, il faut quand même scinder les différents types de travail ou de typologie de vol avec un hélicoptère. Il est évident que l'hélicoptère qui a fait les baptêmes de l'air cet après-midi à Muret n'a pas les mêmes impératifs d'un point de vue performance que l'hélicoptère qui va décoller à 3h du matin du CHU de Toulouse. Donc je crois qu'il faut quand même savoir un peu séquencer les typologies de mission et les attentes des utilisateurs. Si je peux ajouter, pardon, excusez-moi, si je peux ajouter là-dessus, enfin c'est vrai pour les hélicoptères, c'est vrai aussi pour l'aviation générale. Il faut faire aussi quand même extrêmement attention aux capacités réelles des opérateurs de s'équiper ou de se rééquiper. On a dit ce matin à propos des petits opérateurs qui peuvent avoir des difficultés à investir dans de nouveaux matériels.
Et donc il faut y être très attentif parce que pour ces opérateurs-là, celui qui fait du baptême de l'air ou celui qui fait juste de l'air au club, en gros, lui, il ne va pas avoir de gain. C'est juste pour lui permettre de continuer à faire ce qu'il fait déjà aujourd'hui. Donc pour le convaincre d'investir, c'est pas évident. Donc il faut le faire avec beaucoup d'argumentation d'une part, et je crois qu'il faut faire aussi très attention aux questions de calendrier. C'est-à-dire qu'il faut annoncer des mesures à l'avance et puis donner le temps pour ces investissements parce qu'on a des capacités financières en face de nous qui sont souvent limitées et qui du coup nous conduisent à des situations de blocage et qui sont bonnes pour personne. J'ai une remarque par rapport à ça. J'ai vu ce matin que vous parlez de start and stop, vous parlez de navigation HMI. Parlez bien dans le micro, on ne vous entend pas. Donc j'ai vu ce matin que vous parlez des solutions start and stop d'automotive, navigation HMI. J'ai vu aussi que vous pensez aux véhicules, pas véhicules électriques, moteurs électriques, désolé. Donc tout ça, ça coûte cher. Hein? Et je me pose la question si vous ne pouvez pas faire quelque chose de standard et partager les coûts de ce développement-là sur chaque client. Parce que chez nous, tout ça, c'est payé par les clients directs. C'est Renault qui paye. Je pense que l'approche, elle est... Je me mets trop près. C'est comme dans les gags, je recule le micro. L'industriel. On va y arriver. L'approche de standardisation, elle est par définition prise en compte par l'industriel. Chaque projet de recherche, on cherche le plus petit commun multiple pour optimiser nos forces de développement. On ne peut pas développer au cas par cas, donc on est dans cette logique-là d'investir là où il faut. Et c'est bien la difficulté de bien connaître nos besoins des clients, de bien connaître nos besoins de petits clients, parce qu'on a des petits clients, on l'a dit, qui sont à la fois pilotes, à la fois directeurs techniques, à la fois directeurs financiers, et qui ont 3-4 machines et qui font tout. Et eux ont des besoins qui varient et on n'a pas forcément l'offre qui va bien, conforme à la réglementation, et que ce soit accessible en fait. Hein. Donc, vous l'investissez, votre R&D, vous l'investissez 2 ans à l'avance. 2 ans à 3 ans. Attendez, on arrête. Vous prenez le micro parce que sinon on fait la soirée. Il nous reste un quart d'heure. Voilà. Non, je pense que on est dans une logique de standardisation et de mutualisation des coûts de développement. C'est clair. En fait, comme vous expliqué ce matin, la population des clients hélicoptères est très variée. On a la chance d'avoir certains clients, comme le plus gros client, qui est le plus gros client d'Airbus Hélicoptère et de Turboméca, et l'armée française. Là, quand l'armée française nous a payé des développements pour développer les matériaux composites, et entre autres avec des matériaux composites qui, par définition, n'ont pas de partie élastique, d'avoir une bonne protection au crash, on l'a développé sur les fonds de l'État. Et les succès ont été là, puisqu'il y a eu plusieurs crashs, malheureusement, de Tigre, sans qu'on ait aucun blessé lors de ces crashs. Mais ceci qu'on a développé ça pour un client spécialisé, pour un hélicoptère spécialisé, est très cher, la technologie est très chère, elle n'est pas, après, elle ne peut pas venir sur Monsieur Tout-le-Monde, sur tous les hélicoptères de demain, quoi. Il y a vraiment une spécialité. Vous pensiez au Tigre, non? Vous pensiez, c'est ça. Ouais. Puis, il faut aussi quand même, par rapport à ces questions de standardisation, bien se rappeler une série même hyper réussie d'avions ou d'hélicoptères, c'est ridicule par rapport aux séries de voitures. Ah, c'est sûr. C'est pas du tout le même nombre d'exemplaires vendus. C'est simple, toute l'histoire de l'hélicoptère à Marignane, c'est 12 000 hélicoptères. Oui, c'est ça. La flotte, oui, 12 000, oui. Y compris les machines qui ne volent plus, hein, c'est ça? Ah, non, la flotte. Non, la flotte en vol. Ah, c'est la flotte en vol, oui, c'est quand même pas mal, 12 000. Mais c'est quoi? C'est 3 jours de production d'un gros fabricant d'automobiles, quoi. Voilà, ouais, peut-être quelques heures. Hein? Quelques heures de production. Quelques heures? On n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Ouais. Voilà. Bon, je voudrais qu'on parle un petit peu de sécurité, puisque c'est dans votre programme. L'hélicoptère, quand on regarde les statistiques, est une machine qui ne présente pas de particularité. C'est pas une machine dangereuse a priori, mais néanmoins, on essaye toujours de tendre vers le zéro accident, le zéro mort. Est-ce qu'on peut faire encore des progrès en matière de sécurité? Je lisais les chiffres publiés par le BEA. 22% des incidents traités par le BEA, je dis bien incidents, pas obligatoirement accidents, concernent les hélicoptères chaque année, hein, c'est ça? Oui,
Vous pouvez peut-être nous dire un petit mot là-dessus, non? Si c'est pas confidentiel. Je vais le présenter ce matin. Oui, je l'ai présenté ce matin en disant que effectivement 22% des 358 enquêtes ouvertes en 2014 concernaient des événements d'hélicoptères. Et donc c'est pas anodin, et c'est la raison pour laquelle le BEA a mis en place des gens qui ont une expérience hélicoptère à tout niveau pour prendre conscience que le monde hélicoptère a des spécificités et qu'il faut en tenir compte, des spécificités, diversité, etc. Est-ce que vous faites beaucoup de recommandations concernant la sécurité des hélicoptères? Alors c'est ce que j'ai dit ce matin, j'ai fait des recherches. Je suis désolé de vous faire reparler de ce matin, mais la table ronde a lieu ce soir, oui. N'est-ce pas? Et donc je disais de mémoire que dans les 5 dernières années, il y avait eu 7 recommandations, mais que pour les esprits chagrins, cette recommandation, c'est pas très grave dans la mesure où, en général, les recommandations, à part les recommandations immédiates, ont des développements qui peuvent durer une dizaine d'années. Et qu'il y avait d'autres moyens d'agir sur l'évolution, les prises d'action pour éviter que ça se reproduise, hein, puisque c'est le but ultime, par je dirais un partage de notre expérience avec des acteurs, et puis par les conclusions de nos rapports et les enseignements de sécurité qui en font partie, qui permettent aux exploitants finalement de prendre conscience que s'il y a eu des biais dans le domaine de la sécurité, finalement on propose quand même des enseignements qui permettent de résoudre un peu ces biais. Merci beaucoup. Alors est-ce qu'on peut encore améliorer, d'ailleurs, d'une manière générale, ou peut-être au niveau des systèmes, des machines, des turbines, etc. Alors Maxime Coffin d'abord. Juste un commentaire sur la sécurité, c'est que il faut des gens disent souvent l'hélicoptère va où l'avion ne va pas. Mais en allant là, c'est sûr qu'il est exposé à des risques spécifiques. Hein. C'est pas étonnant qu'il y ait plus d'hélicoptères qui accrochent des lignes électriques que des avions, parce que c'est là qu'ils vont travailler. Donc, bien que, mais enfin. Voilà, bien que. Donc, je crois qu'une première piste, on en a eu des présentations ce matin, c'est effectivement autour d'avancées technologiques, autour de ces questions de détection d'obstacles, de mémorisation de bases de données d'obstacles, etc. Donc un certain nombre d'avancées technologiques qui soient pensées autour des métiers spécifiques de l'hélicoptère et qui peuvent amener des réponses particulières. L'autre aspect, parce qu'on le cite très souvent, c'est la question des facteurs humains. Alors sans tomber dans la caricature du pilote cow-boy, je pense que le pilote d'hélicoptère se retrouve plus souvent isolé que le pilote d'avion. Un pilote d'avion, alors pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux, se retrouve au sein d'une structure importante avec des chefs pilotes, un encadrement des instructeurs, etc. Le pilote d'hélicoptère va souvent être dans une entreprise plus petite, donc avec beaucoup moins de structure et plus livré à lui-même. Et donc ça, je pense, ça doit nous amener une réflexion sur sa formation et sa culture à lui, parce qu'il faut qu'on améliore chez ces pilotes la conscience des vulnérabilités qui sont associées à cette situation. Donc je crois que des pistes de progrès, sans du tout stigmatiser l'hélicoptère, mais parce qu'il y a ces spécificités-là, il faut qu'on y amène des réponses spécifiques. Et puis toutes les autres réflexions globales. Donc environnement d'emploi et facteur humain, quoi, les deux. Oui, d'abord, on entretient de très bonnes relations, nous, l'industrie, avec le BEA, et nous partageons bien souvent les conclusions des enquêtes et elles sont prises en compte. De toute façon, il y a des recommandations, on doit y répondre. Et donc, de ce côté-là, il y a une source d'information très importante. Je voulais rappeler quand même, malgré tout, c'est vrai, la sécurité, c'est quand même le paramètre le plus important dans l'aéronautique. Et que ce soit au niveau du moteur ou de l'hélicoptère lui-même, on y fait très attention. Après, ceci étant, il faut quand même ramener les choses à leur juste valeur. Parce que c'est peut-être un peu loin pour moi, mais si je me souviens bien, le taux d'accident, c'est 2,610-5. Oui. Pour l'instant, on est sur notre flotte mondiale globale, on est à 2,5 accidents par 100 milliards de vols. Donc, c'est quand même un chiffre très bas. Et là-dessus, il faut aussi prendre en compte qu'il y a 1% de ces accidents qui sont dus à des causes du véhicule et à peu près 1% qui sont dus pour le moteur.
Le reste, eh bien, c'est soit parce qu'on n'a pas pu récupérer l'épave et donc on n'a pas pu faire l'enquête, mais c'est très limité. Et puis, plus de 60... L'image du pilote cow-boy qu'on veut développer, c'est que des fois, le pilote se retrouve dans des conditions très délicates. Il engage un parcours en VFR et puis la préparation n'a pas été faite ou il n'a pas pu avoir les informations qui allaient bien. Il se retrouve dans des conditions de visibilité qui ne sont pas satisfaisantes. Et il y a accident. Oui. Il se retrouve avec un incident qui lui demande d'amérir, par exemple, et il se dit, mais dans 2 minutes je suis sur la Terre, eh ben, il ne va pas décider d'amérir, il va essayer de poser ses passagers sur le terrain sec et il y a accident. Je veux dire, il faut aider, maintenant je crois qu'il faut aider les équipages. Je voudrais compléter ce que dit Bernard, il a tout à fait raison, et insister. Je me présente d'abord, je suis Marc Grillet, je travaille chez Airbus Hélicoptère dans l'aviation safety. Donc, voilà, merci. Voilà. Donc, il était temps de nous le dire. Notre département a 2 missions principales. La première est de participer avec le BEA aux enquêtes en tant que conseiller technique dans les enquêtes, toutes les enquêtes de tous les produits qui nous concernent, et en même temps, on travaille beaucoup sur l'aspect de nouvelles technologies associées pour la réduction du taux d'accident. Je voulais insister un peu plus sur le nombre d'opérateurs. Depuis tout à l'heure, on dit effectivement qu'il y a 80% d'opérateurs qui n'ont qu'entre 1 et 4 machines. Et là où je veux insister encore plus, c'est que 60%, donc sur les 3009 clients qu'on a actuellement, on en a 1800, plus de 1800 qui n'ont qu'une seule machine. Une seule. Donc ça représente 60 à 70% des opérateurs qui n'ont qu'une seule machine. Donc ce qu'on disait tout à l'heure pour les 80%, il est encore plus valable pour ces gens qui n'ont qu'une seule machine. Et on s'est aperçu que ces gens-là, effectivement, comme disait Antoine, en général, ils sont pilotes, ils sont patrons, ils sont mécanos, ils font tout à la fois, ils sont comptables, ils sont commerciaux. Et ces gens-là n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens, parce qu'ils ont besoin de faire du business, d'aller au charbon et de travailler. Malheureusement, dans les chiffres, ça se transcrit par 4 fois plus d'accidents pour les petits opérateurs qui n'ont qu'une machine par rapport aux opérateurs qui ont entre 10 et 100 machines. C'est multiplié par 4. Donc là, c'est vraiment la relation entre la taille de l'entreprise et la relation entre le taux d'accident est vraiment lié, et ça, on y travaille beaucoup. Avec le groupe de travail de Dominique, là, comme il l'a évoqué ce matin, donc on travaille beaucoup. Voilà la présentation qui a été faite ce matin. On fait partie également de ce groupe de travail. On s'aperçoit que sur les top 5 des technologies, le top 5 des technologies qui pourraient réduire le maximum d'accidents sur les hélicoptères, ce sont des technologies qui existent, qui sont sur étagère, mais que les gens n'achètent pas parce qu'ils sont trop chers. Donc c'est là-dessus qu'on doit travailler. On doit commencer à trouver des systèmes qui soient plus abordables pour les petits opérateurs qui représentent 80% de nos accidents. Donc c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler au maximum. Ces technos, en fait, on s'est aperçu qu'on pouvait aller plus loin, on pouvait faire plein de paramètres, mais ce qu'on disait tout à l'heure est tout à fait juste. Il faut savoir ce que le client attend. Et nos collègues de Airbus Hélicoptère Allemagne ont eu une initiative qui est très très bien. Ils ont réuni un panel représentatif d'opérateurs et ils ont fait un jeu avec eux. Ils leur ont proposé des technologies qui sont sur étagère. Ils leur ont distribué des jetons et chaque opérateur devait s'acheter la techno qui pour lui était la plus intéressante à développer. Actuellement, on travaille beaucoup sur les détecteurs d'obstacles. Le seul problème, c'est de savoir jusqu'où le client est prêt à aller pour avoir un détecteur d'obstacles fiable. Sans aller jusqu'au NH90, qui en a un qui est très fiable, mais le coût est vraiment. C'est le coût d'un hélicoptère. Voilà. Par contre, jusqu'où un opérateur sera capable d'aller, si ça se trouve pour une AR, les lignes, c'est peut-être moins important que pour celui qui fait de l'épandage. Et ainsi de suite. Mais celui qui fait de l'épandage aura beaucoup moins les moyens d'acheter un détecteur de câble. Voilà. Donc c'est juste pour apporter quelques précisions dans ce domaine-là. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Tu veux dire un petit mot? Et puis après, on va essayer de dire un mot sur l'environnement et après, on va s'arrêter puisqu'il sera l'heure pour vous d'aller boire un coup. Sur la sécurité des vols, je suis persuadé qu'effectivement, c'est une affaire de... Approche-toi parce que voilà, parfois c'est trop près, mais parfois c'est trop loin. C'est une affaire de formation aussi et de prise de conscience. On voit que beaucoup d'accidents sont dus la plupart du temps à l'équipage et on se rappelle même, on parle d'extinction de turbines. On peut en parler puisque c'est à Glasgow. A priori, l'équipage avait oublié les pompes de gaz, enfin,
garder les pompes de gavage et pas les pompes de transfert. Donc le moteur s'est arrêté, mais c'est pas la fête de Tyrol-Meca. Oui, il y a eu à un moment donné un problème de boîte de transmission principale sur les C120. Enfin, ça arrive quand même qu'il y ait des vraies causes techniques. C'est le 1%. C'est le 1%. Oui, je sais bien, non, mais c'est très intéressant. C'est presque plus facile de gérer les vraies causes techniques que les facteurs humains. Oui, tout à fait. En revanche, il y a quelque chose qui me préoccupe en tant que pilote, ancien pilote hélicoptère maintenant. C'est aussi la prolifération peut-être des ULM, des classes 6. On commence à en parler. Les ULM hélicoptères, la classe 6. ULM hélicoptères, où on peut voir pour 250 000 €, on peut s'offrir un hélicoptère, décoller de son jardin et puis aller faire un petit tour. Moi, en tant que pilote, je serais préoccupé par cet aspect-là de l'hélicoptère. Peut-être Monsieur Chauvin peut dire quelques mots là-dessus, parce que le pilote ne sera certainement pas aussi formé que les professionnels. Et est-ce un risque à envisager Oui, comme je l'ai dit dans la présentation. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup des classes 6 qui volent. Maxime Coffin peut dire l'inverse. En fait, il y a trois grands paramètres. Merci. La certification, la reconnaissance, l'homologation des machines, ça, le point a été fait. Ensuite, maintenant, il reste le gros problème, la formation des pilotes. Et tant que les pilotes ne seront pas bien formés, donc pilotes et instructeurs, bien encadrés, c'est sûr que l'hélicoptère sera dangereux. Hélicoptère ULM. Préoccupation, absolument. Ça, c'est clair. Oui, vas-y. Non, juste un tout petit mot là-dessus. C'est très clair que nous, on a voulu développer en France, et je ne parle pas seulement des hélicoptères, une réglementation ULM, qui est une réglementation où on a déplacé le curseur liberté-sécurité vers le côté liberté. Sur les ULM qu'on pourrait appeler classiques maintenant, pendulaires, multi-axes, on n'a pas à s'en plaindre. Je pense même qu'il y a des progrès technologiques qui sont venus et qui viennent à travers l'ULM. En 30 ans, en 35 ans, c'est vrai, en 35 ans. Ça se fait dans le progrès a été faramineux. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'on a fait ce choix aussi de créer une classe 6 ULM qui a les mêmes qualités, les mêmes défauts que les autres classes ULM. C'est des classes où on ne certifie pas, où on est beaucoup moins présent sur la formation des pilotes. Donc d'une certaine façon, on accepte un risque supérieur. L'expérience, une fois de plus, qu'on a sur les autres classes montre que ce risque n'est pas déraisonnable. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a fait aussi sur la classe 6. Et on pense que c'est un équilibre de société aussi. Que laisser cet espace de liberté. Alors après, peut-être que les contraintes qu'on a mis autour sont insuffisantes. On peut se poser des questions effectivement sur est-ce qu'il est raisonnable d'autoriser du travail aérien avec ce type de machine. Est-ce que les limites de masse qu'on a mises sont suffisantes, etc. Ces questions-là sont légitimes. Mais par contre, j'allais dire un petit peu presque philosophiquement, nous, notre position à la DGSE au ministère des Transports, c'est de maintenir cette volonté d'avoir un espace de respiration qu'on nous réclame beaucoup par ailleurs. Voilà. D'ailleurs, on est tous contents, mais quand on parle de la sécurité, par exemple sur l'hélicoptère ULM, donc classe 6, on ne peut pas avoir le gain de 5% avec l'emport d'un parachute. Donc ça, c'est un sujet à débattre puisqu'on parle de sécurité. Et 80% des accidents ULM viennent des facteurs humains. C'est un peu bête, mais c'est juste malheureusement la réglementation européenne qui classe les aéronefs en classe 2 n'a pas prévu cette extension pour des hélicos classe 6. Voilà. Donc, oui, mais elle existe pour toutes les autres classes du ULM. Oui, je sais bien, mais c'est un texte européen à changer, c'est ça que je veux dire. Oui, mais il faut en discuter. D'accord sur le fond. Ah, mais merci. Bon, mais vous voulez faire de l'ULM ou du parachute exactement? Les deux. Ça permet de faire les deux. Bien. Alors, peut-être on pourrait dire un petit mot sur l'évolution des hélicoptères en matière d'environnement, parce que c'est un des sujets, après tout, on les a chassés des villes. On est en train de terminer, peut-être même de les chasser de Paris, à cause du bruit, de la pollution, etc. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles de ce côté-là à nous annoncer? La machine qui ne fait pas de bruit, qui consomme peu, qui ne relâche pas d'oxyde de carbone? La machine silencieuse non, je ne suis pas forcément expert. Ce que je peux dire, c'est que l'appareil, le H160, donc l'appareil qu'on va faire voler pour la première fois avant l'été, et qui est donc le successeur du Dauphin, a des pales, a une technologie de pales très particulière qui fait qui réduit le niveau sonore et qui augmente la performance.
On a d'autres technologies, Jacques, je pense que tu peux élaborer là-dessus. C'est un des axes, effectivement. Je voudrais rappeler que l'axe de recherche, c'est la sécurité. Je pense que c'est bien de rappeler que c'est nos axes de priorité en termes de recherche et développement. La sécurité avant tout. Le deuxième axe, c'est l'économie, la performance, l'environnement vert. On a travaillé aussi beaucoup sur les moteurs électriques, sur des systèmes hybrides qui améliorent l'environnement, la consommation. On a aussi des systèmes qui augmentent la sécurité avec une redondance moteur électrique sur une turbine aussi en cas d'autorotation. Donc tout ça, c'est à la... Oui, ça c'est en essai, en développement. Voilà, c'est un support au pilote en cas de phase critique d'autorotation avec un moteur électrique. Ce sont des axes de recherche que l'on a, que l'on essaie d'industrialiser en fonction du besoin. En fonction de la capacité d'acceptation aussi de nos clients. Un exemple concret, je reviens sur la sécurité, mais on a un système de vidéo recorder dans les cabines qu'on peut installer. Donc on a la technologie, on a le produit qui marche, mais on a très peu de pilotes qui souhaitent être filmés, être enregistrés pendant le pilotage. Donc c'est aussi un autre facteur humain un peu inversé qui fait qu'on a cette solution-là, mais c'est un mouchard et c'est très inconfortable pour les pilotes d'être en permanence enregistrés. Et pourtant, c'est très intéressant, parce que récemment, une enquête a été faite par le BEA, et vous avez pu conclure grâce justement à des films qui avaient été faits à l'intérieur. Voilà. Et pour répondre à la question donc, sur le green environnement, on travaille dessus. Ça fait partie de nos axes prioritaires de recherche, de développer des technologies vertes compatibles à l'environnement. Et aussi la réutilisation, je pense aux contraintes ASMAT, la réutilisation des composants qui ont des métaux lourds, de façon à ce qu'on ne pollue pas la nature avec ce type de composants. Donc on a de plus en plus de contraintes aussi que l'on met dans nos conceptions pour éviter de polluer l'environnement. Merci. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Et puis après, on va conclure cette table ronde, puisqu'il sera l'heure. Maxime? Juste, je me dois de dire quelque chose, puisque la DGAC, outre d'être dans un cadre européen, elle est aussi dans un ministère qui s'appelle le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Oui, donc, pour faire court. Voilà, pour faire court. Donc ces questions d'environnement, elles sont prégnantes. Je crois qu'elles sont effectivement fondamentales pour le développement de l'hélicoptère. Il faut savoir que le fameux décret qui interdit un certain nombre d'activités proches des villes et que la communauté d'hélicoptères appelle le décret hélicoptéricide, tous les 6 mois, les associations de riverains, vraiment tous les 6 mois, prennent rendez-vous chez le ministre pour lui expliquer que le DGAC les a roulés dans la farine avec ce décret et qu'il n'empêche rien du tout. Donc il continue à trouver extrêmement gênant ce bruit des hélicoptères. Et on ne peut pas faire comme si on les entend, comme si on ignorait ces réactions des riverains. Donc on a une vraie obligation collectivement, à la fois de faire des progrès, technologiquement, mais aussi en termes de communication. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à bien redire, c'est vrai qu'il y a une gêne, on ne peut pas le nier, c'est vrai aussi qu'on fait tout ce qu'on peut pour la limiter, et c'est vrai aussi que cette gêne n'est rien par rapport aux bénéfices qu'on tire de l'hélicoptère. Et ces messages-là, aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal à les faire passer. Et ça, je pense que c'est notre enjeu à tous. Excusez-moi, je vous interromps juste une seconde. Une annonce purement pratique, la navette ENAC pour l'aéroport part maintenant. Si parmi vous, il y en avait qui partaient avec la navette. Si elle peut nous attendre 2 minutes. On essaye. Merci. Merci. De toute façon, nous avons fini. Merci à tous. Merci à nos intervenants. Merci à vous tous. Et merci à l'équipe de l'ENAC d'avoir organisé cette journée hélicoptère. Je vous salue et à très bientôt. Au revoir.